Alors, je suis quand même très honoré de vous avoir tous les deux, Yanis Arnopoulos et puis Willy Obo, parce que c'est la partie de notre rencontre où nous discutons avec des acteurs du privé. Des acteurs du privé qui vont nous dire, au-delà du cadre réglementaire, au-delà des incitations qui ont amplement été évoquées, comment est-ce que nous percevons l'investissement privé au niveau du Cameroun et de la CEMAC plus globalement? Monsieur Arnopoulos, je vais d'abord vous donner l'occasion de mieux présenter les structures que vous représentez ici. Après, ce sera le tour de Willy Obo, qui est directeur général de Financia Asset Management, une société de gestion d'actifs, mais qui est aussi conseiller, mais qui conseille aussi les investisseurs. Donc, il aura cette double casquette-là pour nous expliquer un peu les défis du secteur privé aujourd'hui dans notre sous-région. On commence par vous, monsieur. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Bonjour à toute l'audience. Chers collègues, bonjour. Donc, je suis Yanis Arnopoulos, le dirigeant du groupe Arnaud, groupe familial présent au Cameroun depuis plus de 60 ans. Je représente la 3e génération de cette famille. Je suis également le président de l'Eurocham, la Chambre de commerce européenne au Cameroun. Donc je prendrai la parole aujourd'hui avec ces deux casquettes. D'accord. Et j'essaierai d'être le plus clair possible, le plus franc possible, tel que tous les prédécesseurs l'ont été. D'accord. Et donc je parlerai de points qui ont déjà été évoqués, mais j'essaierai de parler d'autres points, en particulier de la jeunesse camerounaise, en particulier du secteur informel, de la fiscalité, dont le DG de la CNPS a abordé un peu le sujet. Donc je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de l'invitation en tout cas. Merci à Émile. Alors, merci. Je voudrais qu'on reste quand même avec vous. Vous parlez d'une famille, vous êtes de la 3e génération. Comment on fait pour pérenniser une génération d'investissement ainsi? Je pose la question parce que c'est un vrai problème quand même dans les sociétés camerounaises. Après le décès du promoteur, généralement, il y a beaucoup de soucis entre les héritiers et malheureusement, c'est l'investissement qui pâtit. Comment, de votre retour d'expérience, comment est-ce qu'on peut parvenir à pérenniser cela sur des générations? Merci pour la question, elle est très intéressante. C'est vrai qu'on constate que dans le monde en général, très peu d'entreprises passent de la 1re à la 2e génération, et encore moins de la 2e à la 3e, et ainsi de suite. Moi, j'ai la chance d'avoir encore la 1re génération, le fondateur, mon grand-père qui est encore en vie, et également mon père et mon oncle qui ont dirigé l'entreprise avant moi. Donc cette succession, cette transmission s'est faite de leur vivant. Et j'ai également une grande chance, c'est que j'ai leur confiance. Et je pense aussi que c'est un gros sujet aujourd'hui, et j'aimerais que ce soit aussi un des propos. Mon propos principal va tourner autour de ce point-là, c'est la confiance. Une entreprise qui a 60 ans, comme diraient certains, ne reste pas 60 ans qui veut mais qui peut. C'est une planification sur le long terme. Nous sommes investisseurs, comme j'ai depuis 60 ans, et j'ai l'objectif, en tout cas l'ambition, de pouvoir encore être présent au Cameroun, dans la région et en Afrique pour les 60 prochaines autres années et pour les générations à venir. Et donc il faut pouvoir planifier, il faut pouvoir organiser, il faut pouvoir être transparent et il faut pouvoir aussi communiquer. Et c'est ce qui, je pense, aussi manque beaucoup dans nos environnements. Moi, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, donc je connais plutôt bien le contexte et je constate que beaucoup de mes frères et sœurs qui sont de ma génération n'ont pas cette chance-là. Parce que, comme vous l'avez dit, le patriarche en général décède, disparaît avec toute sa connaissance, en ayant fait preuve de rétention de beaucoup d'informations. Et en partie aussi peut-être par manque de transparence sur les côtés privés de la famille, peut-être par manque aussi de confiance vis-à-vis de ses enfants. Et puis il y a d'autres solutions aussi. Je pense qu'il faut aussi dissocier l'actionnariat de l'administrateur et du dirigeant. Et lorsque un promoteur n'a pas confiance en ses enfants, il peut aussi faire appel à des dirigeants extérieurs pour que l'entreprise
perdure. Mais malheureusement, voilà, en général, le patrimoine n'est jamais mis au centre des réflexions familiales, et moi j'ai cette chance-là que ça l'a été. D'accord, merci pour ce retour d'expérience. Je vais rester encore avec vous. En préparant cet échange, j'ai fouillé un peu sur Internet et j'ai lu une note de l'agence de notation Fitch Ratings qui a fait une évaluation de la situation du Cameroun en mettant en avant des volets comme le risque politique, etc. Et le contexte économique qui n'était toujours pas très favorable. Et j'ai envie de vous poser la question, et c'est l'objet de cet échange, pourquoi, malgré tout ça, vous continuez d'investir au Cameroun? Pourquoi vous investissez au Cameroun? Honnêtement, parce qu'on aime le Cameroun, et on pense que le Cameroun nous aime. Donc on a envie de rester là. Et je pense que je fais partie des fervents supporters du Cameroun. Avec ma position aussi de président de l'Eurocham, je prône cette destination d'investissement au niveau européen, au niveau aussi national. Donc on est profondément attaché à cette patrie qui est notre terre d'accueil. Et comme je vous le disais, on a une vision à long terme. C'est aussi l'avantage des entreprises familiales. On est là non pas sur le court terme et pour faire des deals, comme on pourrait dire, mais on est là avec cette ambition lointaine. Notre temps est long. Donc on traverse des périodes difficiles. Je pense que les prédécesseurs ont parlé de toutes les difficultés géopolitiques que le monde et le Cameroun traversent. Il faut savoir être résilient. Je pense que le Cameroun est résilient, sait être résilient. Le groupe Arnault est résilient. Nous sommes toujours là et on restera là et on continuera à investir au Cameroun. Et c'est, je pense aussi, ce qui fait la différence, c'est que notre famille a toujours, en tout cas, décidé d'investir la totalité de ses bénéfices au Cameroun et non pas à l'étranger. Et c'est ce qui manque peut-être dans certaines familles camerounaises. C'est ce manque peut-être de confiance en cette même économie. Et je pense qu'on doit d'abord, et c'est là aussi fait partie de mes propos que j'aimerais tenir tout à l'heure, mais il faut pouvoir balayer devant sa porte et se remettre en question. Et on se plaint d'avoir peu de réserves, par exemple, de change, qu'on se plaint d'avoir beaucoup d'épargne, non pas dans les banques, mais sous les matelas, peut-être comme le directeur général le disait tout à l'heure. Une grande partie de cette épargne et de ces réserves partent à l'étranger, par des réseaux en général parallèles. Et pour autant, le Cameroun et la zone CEMAC apportent des possibilités immenses d'investissement. Je pense que la zone CEMAC, et le Cameroun en particulier, est une oasis d'opportunités. Et à force d'en parler, j'ai juste la sensation et la peur que ça ne devienne finalement qu'un mirage. Et j'aimerais vraiment que collectivement, le secteur privé puisse se remettre en question et se dire que c'est ici qu'il faut investir, c'est ici qu'il faut rester pour gagner de l'argent. On est là pour gagner de l'argent, pour rendre à la communauté et pour surtout aussi, je disais tout à l'heure, la jeunesse, pour donner et faire rêver cette jeunesse camerounaise. Plus de 80% de la population a moins de 40 ans, j'en fais partie. Et je pense qu'il faut faire rêver les jeunes Camerounais qui, en partie, cherchent à s'expatrier. Donc voilà, je pense, pour répondre à votre question, les arguments que je pourrais porter. Merci, merci. Alors, Willy Obo, le Cameroun, la CEMAC sont un oasis d'opportunités. Vous avez choisi de saisir cette opportunité-là sur le plan du logement, qui est une vraie problématique aujourd'hui. Vous financez la construction des logements par le marché financier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Ok, déjà merci à tous pour l'opportunité que vous me donnez d'être là. Et je tiens également à remercier Ecomatin pour la plateforme qui nous est offerte pour nous permettre également donc, de pouvoir apporter aux échanges sur toutes ces problématiques qui nous concernent et qui structurent un peu les solutions que nous essayons d'apporter. Alors, pour revenir à votre question, nous avons fait le choix il y a 3 ans parce que la réglementation le permettait
depuis 3 ans, d'attaquer ce qu'on appelait les fonds d'investissement alternatifs. C'est, on va dire, une décision qui a été celle d'essayer d'adresser les problématiques qui nous concernent. Les problématiques, c'est-à-dire de ramener la finance aux problèmes qui sont les nôtres. Que voulons-nous résoudre à travers la finance? Puisque la finance de marché a un modèle économique que nous avons transporté depuis les marchés anglo-saxons et puis après les marchés occidentaux et puis désormais en Afrique. C'est les actions, c'est les obligations, donc la possibilité de passer par l'épargne publique pour financer sur le long terme les entreprises, les États. Mais il se trouve que on a des problèmes qui sont des problèmes de base, des problèmes que nous n'avons pas résolus, ni avec la finance de marché, ni avec la finance d'entreprise d'ailleurs. Parmi ces problèmes, c'est nos infrastructures. C'est ça nos problèmes. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. C'est ça la réalité de ce que nous vivons. Il n'y a pas d'infrastructure. Nous avons des problèmes agricoles. Comment est-ce qu'on finance l'agriculture qui est aujourd'hui le secteur d'activité qui est le principal pourvoyeur de notre économie? Puis on a l'immobilier. On a pris l'immobilier parce que c'était peut-être le plus facile à adresser immédiatement. Alors, nous parlons de près de 2 millions d'unités de déficit pour ce qui est du résidentiel pour un pays comme le Cameroun. Si vous l'étendez à l'échelle de la CEMAC, vous êtes autour de 4 millions. Donc, on a des problèmes de base et ces problèmes, on essaye de se poser la question comment est-ce qu'on utilise la finance, que ce soit la finance d'entreprise ou la finance de marché, pour nous aider à résoudre nos problèmes, parce qu'on n'est pas à Wall Street ici, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Londres. Nos problèmes sont des problèmes de base. Et donc, il faut ramener la finance au niveau élémentaire pour nous aider à régler nos problèmes. Et bon, voilà, il y a 3 ans, on avait la possibilité d'aller vers ce qu'on appelait les fonds d'investissement alternatifs. Alternatifs à quoi? Alternatifs à la finance bancaire. Vous le savez, donc la banque finance l'économie formelle, surtout dans notre environnement. L'économie formelle, à près de 85-90%. L'économie formelle, j'insiste. Ailleurs, vous serez surpris de vous rendre compte que les banques ne financent l'économie qu'à hauteur de 35 à 40%. Dans les économies matures, je n'aime pas utiliser le terme développé, mais on va dire mature, à hauteur de 35-40%. Ici, c'est 85-90% pour ce qui est de l'économie formelle. Qui finance le reste ailleurs? C'est la finance alternative. On doit donner la possibilité à des acteurs qui peuvent eux aussi avoir la capacité d'aller mobiliser l'épargne, de le mettre à disposition de ceux qui en ont besoin, hors circuit bancaire. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis 3 ans, que la réglementation de la sous-région permet effectivement d'avoir de la finance alternative. C'est de dire, parmi tous ces problèmes que nous voulons résoudre, quels sont ceux qu'on peut résoudre
à travers le marché financier. Et il s'est trouvé que l'immobilier qui, de manière générale, conforte, parce que beaucoup plus stable, parce que beaucoup plus sécurisé, et qui est l'investissement préféré, pas seulement des Africains, parce que les sondages depuis pratiquement 12 ans en France indiquent que l'immobilier est l'investissement préféré des Français et d'un grand nombre de pays européens aussi. En Afrique, ça l'est encore plus. Les Africains aiment bien investir en achetant un terrain, en essayant d'investir dans un immeuble, parce que pour eux, ça va rester. C'est une réalité. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut professionnaliser cet investissement et permettre effectivement à ceux qui ont à la fois des capitaux modestes de quand même réussir à construire un patrimoine avec des placements professionnels orientés dans l'immobilier. Donc, c'est ce qui nous a amené à demander un agrément auprès du régulateur pour orienter l'épargne publique, puisque nous, on est, tout comme nos confrères, des sociétés de gestion. Sociétés de gestion, nous allons vers le public pour collecter de l'épargne. Et à la seule différence des autres, nous n'allons pas orienter cette épargne vers les actions et les obligations qui sont les produits phares du marché financier. On va les amener sur des investissements alternatifs qui sont donc l'immobilier. Donc voilà un tout petit peu... Merci. Juste pour indiquer le contexte. Merci pour ces éléments contextuels. J'aimerais rester avec vous parce que, en dehors de ça, vous travaillez aussi, vous conseillez aussi les investisseurs, vous les accompagnez dans la recherche des financements, dans la structuration des financements. Aujourd'hui, on parle de bâtir la nouvelle puissance économique de la CEMAC. Quelles sont les difficultés, les défis que vous avez eu à rencontrer dans le cadre de cette autre fonction d'accompagnement? Le DG de la CNPS en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Vous, en tant que technicien, est-ce que vous retrouvez dans son discours? Oui, absolument, parce que nous vivons les mêmes réalités. C'est l'entreprise gestionnaire du marché. Nous, on est acteurs du marché. Donc, ce que le directeur général a évoqué, ça fait précisément partie des challenges qui sont les nôtres en tant qu'acteurs. Il faut dire que lui, il est un soutien. Mais en réalité, ceux qui sont censés être sur les terrains, c'est nous. Il a d'ailleurs à plusieurs fois offert gracieusement de nous accompagner sur le terrain, ce qui n'est pas son rôle. Donc c'est notre rôle à nous d'être en contact avec le public, premièrement pour faire cette éducation financière, et puis de deux aussi pour expliquer les produits qu'on propose et le mécanisme de sécurité qui va avec. Les difficultés, nous les comprenons. Difficultés sur le terrain. La première difficulté, c'est déjà le coût du capital. Je pense que quelqu'un l'a évoqué ici. Le coût du capital. Le coût est élevé. Le coût du capital est élevé. Si vous prenez aujourd'hui notre environnement, le coût du capital pour une PME, puisque je ne vais pas parler des entreprises qui sont, on va dire, qui sont des grandes entreprises qui ont la chance de bénéficier de conditions avantageuses auprès notamment du corridor bancaire. La plupart des PME, on se retrouve entre 12 et 15% pour ce qui est du coût du capital. C'est élevé, parce que ça voudrait dire que les projets que vous ramenez et que vous voulez faire financer doivent avoir des taux de rendement qui soient de loin beaucoup plus intéressants pour qu'on puisse désintéresser le partenaire financier qui vous prête et que vous puissiez vous retourner et offrir à vos actionnaires, en tout cas aux promoteurs du projet, quelque chose qui leur permet de se dire qu'ils ont effectivement porté un projet. C'est beaucoup trop élevé.
quels sont les projets qui vont générer 20-25% de taux de rendement pour que vous puissiez satisfaire un coût de capital autour de 15%. Il y en a très peu. Et donc ramener à la réalité des PME qui sont là et qui constituent l'essentiel de notre tissu, tout ce que nous faisons, toute cette discussion que nous avons, ben c'est pour eux. C'est pour ces PME-là. Nous ne sommes pas là pour les banques. On est cerné de banques, mais ce n'est pas pour elles qu'on est là. On est là pour les PME. Quelles sont les conditions qu'on leur offre pour leur permettre de pouvoir grandir? Le gouverneur de la Banque centrale n'est plus là, mais il nous a dit que l'inflation était désormais contenue, on est redescendu, on est très content. Mais le taux directeur, lui, ne l'a pas baissé. On nous expliquait qu'avant, les conditions macroéconomiques qui portaient sur le fait que le prix du baril avait baissé et qui constitue l'essentiel de ce que nous exportons et que, bon, voilà, c'est pour ça que ça ne va pas si bien. Il ne nous a pas dit que les conditions macroéconomiques actuelles, c'est que le baril est très élevé. Il nous a plutôt dit que la croissance va rester encore plus modeste en 2026. Quand le baril baisse, on nous dit c'est pour ça que les choses vont si mal. Mais quand le baril augmente, on ne nous dit pas que les choses vont être meilleures. Donc, voyez-vous, les conditions dans lesquelles nous sommes concernant notre tissu économique, c'est-à-dire les PME avec lesquelles nous sommes, qu'est-ce que nous leur offrons ? Maintenant, c'est moi, vous me permettez de vous poser la question, qu'est-ce que nous leur offrons ? À moi ? Bon, enfin, c'est une question ouverte, elle est rhétorique, mais voilà, c'est la réalité, enfin. C'est la réaction que je peux avoir par rapport à votre question. D'accord, merci. Yannis Arnopoulos, j'ai envie de vous poser la même question. On a évoqué la question de l'accès au financement, le coût du capital. De votre point de vue, quels sont les autres challenges aujourd'hui pour faire exploser le tissu productif camerounais ? Excusez-moi. Oui. Juste avant que Yannis ne prenne la parole, c'est vrai, j'ai beaucoup insisté sur le coût du capital, parce que c'est le plus difficile. Mais il faut dire autre chose, c'est qu'on a un autre problème qui est structurel, c'est la maturité. Des projets ? Pas la maturité des projets, mais la maturité des solutions de financement qu'on propose aux PME. Voyez-vous, le corridor bancaire, je l'appelle comme ça, propose des financements, mais avec des maturités qui ne peuvent pas structurellement être longues. Okay. Pourquoi ? Parce qu'elles prennent essentiellement de l'épargne, qui est de l'épargne à vue. Qui épargne sur le long terme ? Pratiquement personne. Donc, quand vous prenez la structure des dépôts bancaires, vous voyez tout de suite que, puisque l'essentiel des dépôts sont à vue et que les banques ont cette contrainte de la transformation, pour qu'elles vous prêtent sur 10 ans, il faut que quelqu'un ait déposé à 10 ans. D'accord. Pour qu'elles vous prêtent à 5 ans, il faut que quelqu'un ait déposé à 5 ans. C'est ce qu'elles appellent la transformation. La transformation est extrêmement déséquilibrée en ce qui nous concerne notre circuit bancaire, ce qui fait que les banques ne peuvent absolument pas accompagner des projets sur le long terme. Or, nous parlons de quoi ? On parle pour les PME, c'est de les accompagner dans
une extension d'usine, une installation dans un autre pays de la CEMAC. C'est des projets, vous ne pouvez pas, pour des PME qui veulent grandir et qui ont besoin qu'on les accompagne sur le long terme, leur demander de rembourser à la même échéance qu'un crédit de consommation quand vous achetez votre téléviseur et que vous êtes tenu de rembourser au bout de 12 mois. Donc, ce problème de transformation est un autre problème qui vient se rajouter à la problématique des coûts et qui rend un peu l'exercice d'intervenir à leur côté d'être une gageure pratiquement impossible à surmonter. Merci pour cette précision, Willy. Yannis Sarnopoulos, votre perception du climat des affaires au Cameroun et ses challenges, ses défis. Alors, comme je le disais, j'ai la chance d'avoir encore mon grand-père en vie, mon père. Donc moi, j'ai une jeune expérience professionnelle au Cameroun, un peu plus de 10 ans, mais j'ai cette histoire. Le climat des affaires, il s'est détérioré depuis tant d'années et il ne fait que se détériorer de plus en plus. Et je pense que, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit concernant les contraintes que les investisseurs rencontrent au Cameroun, je pense qu'il faut aussi changer de paradigme, mais il faut qu'on se remette en question, que l'État se remette en question, que les zones se remettent en question et que le secteur privé se remette en question. Aujourd'hui, on a une économie qui est globalisée. Il faut essayer de ne plus regarder sa propre économie. Si on prend le cas du Cameroun, alors à force de répéter qu'on a un gros potentiel, effectivement, on pense que le potentiel est déjà là, qui porte ses fruits. J'ai pris quelques chiffres sur les tailles de marché. Par exemple, la CEMAC, c'est 65 millions d'habitants. La CEAC, c'est 230 millions d'habitants. La CEAC, c'est plus de 11 pays. Rien que le Nigeria, c'est 250 millions d'habitants. L'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants. Vous comprenez que nos marchés sont des petits marchés. Et si on veut attirer les investisseurs, il faut pouvoir les faire venir. Alors, tout à l'heure, je crois que c'était le directeur général de la BVAC qui disait qu'on dépensait beaucoup d'argent, ou le directeur général de la CNPS qui disait qu'on dépensait beaucoup d'argent pour attirer les investisseurs. Alors moi, je fais partie de ceux-là, comme je disais, qui essaient d'attirer les investisseurs européens au Cameroun et surtout de les faire rester, parce que beaucoup s'en vont. Mais pourquoi ? Parce qu'on a un secteur informel qui est beaucoup trop présent. Une entreprise qui va venir investir, alors qui d'abord se fait prendre par le fisc, alors même qu'il n'a même pas encore commencé à investir, c'est un premier problème, mais là, le secteur informel est beaucoup trop lourd au Cameroun, plus de 80 ou 90% de l'économie dépend du secteur informel. On ne joue pas tous avec les mêmes règles, et donc quand un investisseur européen regarde la carte du monde, l'Afrique est forcément quelque chose qui ressort par les opportunités, mais c'est un continent qui effraie parce qu'on ne parle que de l'Afrique dans les grands classements de la Banque mondiale, par exemple, sur des termes négatifs, sur le doing business, par exemple. Mais il y a des zones qui s'en sortent mieux. Et donc la zone CEMAC doit pouvoir se comparer non pas seulement à la zone de l'UMOA, mais également à la zone d'Afrique de l'Est, à la zone d'Afrique du Sud, la zone d'Afrique du Nord, mais également avec le monde. Et aujourd'hui, on est très loin de ces zones-là. Le Cameroun aussi est un pays qui est attractif sur le papier, mais qui dans la réalité n'est pas attractif. Donc ce secteur informel, on doit l'arrêter, et nous sommes les premiers responsables, le secteur privé, de ce secteur informel. Certains en profitent, alors même qu'on devrait le combattre. Pour changer un système, on critique beaucoup l'État sur la gouvernance, mais il faut également s'autocritiquer et changer le système qui existe. Donc je pense que voilà, la fiscalité est un vrai problème. On ne peut pas faire venir un investisseur ici et tout de suite le taxer alors même qu'il n'a pas commencé à investir. Il doit avoir de la prédictibilité, il doit pouvoir s'installer sur le temps long, il doit pouvoir avoir accès à toute une zone économique avec un marché important pour faire des économies d'échelle. Et puis voilà, il doit pouvoir être en confiance et s'assurer qu'on joue avec les mêmes règles pour tous. Donc sans répéter, voilà les 3 points sur lesquels je pourrais insister. Et je le disais, peut-être un avantage
qu'on a au Cameroun, c'est sa jeunesse, c'est la formation. Et sur ça, il faut qu'on puisse insister. Il faut que le secteur privé s'appuie sur la jeunesse camerounaise, ne fasse pas forcément venir toute la compétence de l'extérieur. Nous avons la compétence au Cameroun, et je le disais, je suis un fervent supporter de la jeunesse camerounaise. On a une matière grise excellente. Il faut simplement leur redonner confiance et confiance au système, confiance au secteur privé, et leur montrer qu'on peut avoir des emplois décents sans avoir à forcément aller dans l'informel ou dans le fonctionnariat, où là, on estime avoir plus de stabilité. D'accord. Alors, vous avez évoqué un aspect. Vous accompagnez les entreprises européennes qui souhaitent s'installer au Cameroun. De plus en plus, ces dernières années, on a des multinationales européennes historiquement installées au Cameroun qui choisissent, alors au Cameroun, en Afrique plus globalement, qui choisissent de faire le chemin inverse. Et parallèlement, on a une forte percée des investisseurs venus d'Asie. Comment vous percevez ce double mouvement en matière d'investissement, malgré les contraintes que vous venez d'évoquer? Je pense que l'Europe, pour parler de l'Europe, se met trop de barrières même, et trop de contraintes, et voit le risque de façon différente de d'autres économies mondiales. Je pense qu'un pays comme le Cameroun, ou la zone CEMAC, a tout intérêt à attirer les investisseurs du monde entier, du moment où le partenariat est gagnant-gagnant. Et je pense qu'il faut sortir de ces vieilles idées qui datent de plusieurs dizaines d'années que certains investisseurs veulent gagner sans pour autant que l'économie locale gagne. Les gouvernements ont leur rôle à jouer là-dessus, s'assurer que la population en bénéficie, que la jeunesse en bénéficie, que le tissu des PME en bénéficie. Tout ça, encore une fois, dans un secteur formel bien encadré. Mais je pense qu'on a tous notre place, que l'Europe doit aussi se remettre en question par rapport à son aversion au risque, risque pays, risque régional. Maintenant, ceux qui étaient là historiquement et qui sont en train de désinvestir ont leur raison, mais la principale raison, c'est le calcul entre le risque et le gain. Je vous le disais, on est dans une économie capitalistique. Le capitalisme ne veut que quand on investit, on ait une rentabilité. Et ce qui est peut-être plus le cas pour certaines entreprises, et donc laisse la place à d'autres investisseurs. Et les pays comme le Cameroun doivent aussi en profiter pour que l'économie puisse en bénéficier, gagner quelque chose aussi. Donc voilà, le partenariat gagnant-gagnant est très important. Merci. Willy Obo, sur la problématique financière que vous avez évoquée, comment est-ce qu'on fait pour faciliter la mobilisation des capitaux à la fois domestiques et internationaux au profit du secteur privé, au vu des contraintes que vous avez évoquées tout à l'heure? Est-ce que c'est uniquement d'un point de vue législatif, réglementaire? Est-ce qu'il faut davantage travailler à l'inclusion financière, former les PME, amener les banques à ajuster leurs règles en fonction du client qu'ils ont en face d'eux? Par quoi est-ce qu'on commence? Ok, alors, nous essayons de résoudre une problématique qui est simple. Les banques n'ont pas la possibilité d'offrir des ressources de longue maturité, donc ce qu'on appelle des ressources longues. Le marché a vocation à précisément essayer d'offrir des ressources longues. C'est-à-dire que la compatibilité que nous essayons d'apporter au niveau du marché, c'est de dire à ceux qui ont précisément besoin de ressources longues de venir plutôt sur le marché où on a la possibilité, que ce soit en capital ou même sur la dette, à travers des produits obligataires, ainsi de suite, de leur apporter des produits qui soient beaucoup plus longues que celles que le marché bancaire pourrait prêter à leur apporter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour aller chercher des produits d'épargne longue, qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que nous avons des
produits adaptés à ce que localement les gens souhaitent? Est-ce que nos produits sont adaptés pour collecter de l'épargne longue? C'est l'autre question. Qu'est-ce qu'on propose? Alors, je parlais d'immobilier, oui, bon, parce que précisément, c'est peut-être ce que nous on fait. Mais quels sont les produits dédiés aux PME? Nous le disons, c'est ça, c'est eux, nos principaux acteurs. Dans le secteur agricole, quels sont les produits du marché qu'on propose? Donc vous voyez, il est question ici de créer une adéquation entre les produits que le marché financier devrait proposer aux acteurs pour que ces acteurs se retrouvent. Ça, c'est autre chose. Donc, au-delà de la maturité, de l'adéquation des produits, on reviendra toujours un peu à j'ai envie de dire, la réalité qui est celui de l'attractivité. Et l'attractivité passe par la rémunération qu'on apporte à travers les produits qu'on propose. Si vous n'êtes pas aussi attractif qu'une tontine de famille, il y a de fortes chances qu'on ne s'intéresse pas à ce que vous proposez. Parce que pour que je vous confie mon épargne pour 8 ans, 9 ans, 10 ans, il faudrait que vous me disiez quand même quelque chose de plus intéressant que le fait que c'est sécurisé. Vous voyez, j'ai une tontine de famille avec frères et sœurs et quelques cousins. Et c'est une de mes cousines qui est la trésorière de cette tontine. Redoutable, la jeune dame. Donc en fait, elle nous fait donner des garanties sur une tontine de famille. On lui a dit que ça ne se fait pas, mais c'est ce qu'elle réclame. Mais vous voyez quoi? Quand elle vous prête de l'argent, c'est des taux d'intérêt entre 7,5 et 10% sur un mois. Vous voyez? Est-ce que vous avez une idée, et c'est pour tous ceux qui ont la chance de faire des tontines ici, vous voyez que c'est des taux qui ne seront pas loin de ce que la plupart des tontines proposent, pour ceux qui ont l'habitude d'emprunter à leur tontine. Les maturités sont très courtes et les taux sont pourtant des taux qui sont censés être annuels, mais qu'on applique effectivement à la période qu'on vous impose. Si on vous facture, parce que c'est quand on a droit à sa grande magnanimité, qu'on a 5% par mois, mais vous voyez un peu ce que ça peut générer sur une année, parce que c'est du revolving. Une fois, j'ai eu l'État, je vous parle d'une tontine de famille, de quelques membres de famille, mais les taux sont hallucinants. Et si vous imaginez que la plupart des acteurs économiques informels fonctionnent suivant ce modèle, vous comprenez que nous, avec le yield que nous proposons, en 2025, le yield de toutes les sociétés cotées, je ne sais pas si le DG de la bourse est encore là, mais le yield, mes analystes ont fait le calcul, mais c'est 4% en une année. Alors, si les obligations vous servent entre 6 et 6,5 en un an, et là on est sur du souverain, c'est-à-dire que le risque est censé être le risque de base, donc le risque zéro, et que parce que vous attendez plus de rendement, vous allez vers les actions où vous prenez plus de risques, vous vous retrouvez avec un rendement qui est beaucoup plus faible que des obligations, c'est qu'on a un problème dans la structure des taux de rendement. Le marché n'est pas encore suffisamment attractif. Vous pouvez avoir 20 sociétés, 30 sociétés cotées, ce n'est pas ça le sujet. Il nous faut ce qu'on appelle des blockbusters sur le marché financier. Tant que vous ne l'aurez pas, le marché n'aura pas l'attractivité qu'on cherche. Faites le pari d'introduire
Orange, MTN, SNH, sur le marché financier, et on aura une toute autre discussion. Donc, voyez-vous, le problème se trouve là. Nous n'avons pas encore réussi à rendre le marché suffisamment attractif pour qu'il devienne ce qu'il aurait dû être. Quelque chose qui attire les investisseurs. Et pour le démontrer, j'ai toujours pris le taux de pénétration de tout ce qui est crypto-monnaie. Vous voyez sur le Bitcoin, sur les 10 dernières années, au niveau du Cameroun, on est à près de 80 000 comptes ouverts sur la crypto. En zone CEMAC, toute la CEMAC confondue, et là je fais abstraction de l'opération BGFI parce que ça a dû nécessairement augmenter les chiffres, mais nous étions à 10 000 comptes sur le marché pour 80 000 sur le crypto. Vous pensez que c'est vraiment toujours une problématique de culture boursière? Je ne pense pas. Le marché n'est pas attractif. Entre les parts d'une entreprise, les actions, les parts de dette d'une entreprise, les obligations, et quelque chose qui vient de très loin, qui n'est pas régulé ici, structuré dans une blockchain, et qui n'a pas de teneur de compte conservateur autour de nous, et qui est beaucoup trop loin, beaucoup plus compliqué à comprendre, mais qui attire paradoxalement beaucoup plus de monde, vous comprenez que le problème, ce n'est pas la culture boursière, c'est l'attractivité. Parce que si on a expliqué à un jeune que ça a permis à quelqu'un de faire 800% en 2 ans, eh bien, croyez-moi, oui ou non, en une nuit, demain matin, il pourrait vous faire une masterclass sur le produit. Merci. Merci, Willy. Nous allons passer à... Il nous reste moins de 10 minutes. Nous allons prendre... Merci, Madame la présentatrice. Donc, nous allons prendre quelques réactions, questions à cette intervention. Honneur aux dames. Nous allons commencer par la dame. Là. Est-ce qu'on peut lui apporter un microphone? Je vais être gentleman quand même. Tenez. Bon après-midi à tous. Je suis Cynthia Melissa. J'ai récemment obtenu mon master en Financial Economics and Banking à l'Université catholique. Ma question est pour M. Yanis, qui nous a fait comprendre qu'il investit en zone CEMAC parce qu'il aime le Cameroun et qu'il veut... Et il aime aussi la jeunesse. Donc, ma question est la suivante. Vous aimez la jeunesse? Ok. Pourquoi ne pas investir dans cette jeunesse en me donnant un stage pré-emploi? Ok, je réponds tout de suite, monsieur le modérateur. Je suis arrivé à la direction du groupe Arnaud il y a 2 ans et j'ai instauré 3 nouvelles valeurs au sein du groupe Arnaud, qui sont les 3 A, que j'ai nommé les 3 A. L'abnégation, l'ambition et l'audace. Vous venez de faire preuve d'audace, madame. Donc vous avez obtenu le stage chez Arnaud. Vous viendrez me voir tout à l'heure et on arrangera le stage. C'est aussi ça la Finance Week. Bravo à vous, madame. Mais vous voyez que la jeunesse camerounaise, vous voyez l'audace, vous voyez le dynamisme. Donc bravo, madame. Bravo pour votre courage. Alors, on va prendre d'autres questions, espérant que ce ne soit pas d'autres demandes de stage. Je vais là-bas. Voilà. Bonjour à tous. Merci M. Arnopoulos et M. Beau pour vos interventions. Moi, c'est Clément Nono. Je suis entrepreneur dans le secteur du digital et de l'énergie.
Et aujourd'hui, je participe à la Finance Week sous la casquette du cofondateur de la société Umoja, qui est une société basée ici au Cameroun. Nous avons fait confiance aux jeunes. Il y a 2 ans d'ici, j'ai décidé de créer la société au Cameroun. J'ai recruté des jeunes avec qui on travaille et je profite de l'occasion pour dire merci à M. Émile Fidiek qui nous a également fait confiance pour accompagner Ecomatin dans sa transformation digitale en développant les sites internet et les applications mobiles. Vous avez fait part de 2 points tout à l'heure dans vos interventions qui me tiennent à cœur, donc la confiance aux jeunes. Et le 2e point, c'était le financement des PME. Aujourd'hui, quand on regarde le sujet qui nous regroupe ici aujourd'hui, investissement privé bâtit la nouvelle puissance économique de la CEMAC. On parlait de pouvoir lever les capitaux par les Africains pour soutenir l'économie africaine. La diaspora africaine aujourd'hui représente une ressource énorme qui pourrait soutenir l'économie. Aujourd'hui, on nous fait savoir qu'il y a des centaines de milliards de francs CFA qui sont transférés par la diaspora au Cameroun. Comment est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place pour pouvoir orienter ces montants qui sont investis, envoyés au Cameroun pour pouvoir soutenir l'investissement privé? Merci. Oui, ma question, je suis Kromananga. J'ai une question pour le monsieur qui a créé le fonds d'investissement immobilier. Je pense que c'est une très bonne idée. Je voudrais savoir comment est-ce que le marché a reçu ce fonds alternatif. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Et aussi, vous avez mentionné que le marché n'est pas très attractif parce que les rendements sont faibles. Quand je regarde les états financiers de certaines compagnies sur Ecomatin, je vois quand même des rendements attractifs. C'est quoi le disconnect? Est-ce qu'il faut donner plus de dividendes? Est-ce qu'il faut s'étendre dans d'autres marchés? Comment rendre ces investissements plus attractifs pour le marché? Bonsoir chers intervenants et bonsoir cher public. Je suis Madame Émilie Fotsa, je suis opératrice économique aujourd'hui, bien qu'invitée dans le cadre d'un programme de réforme sur l'éducation entrepreneuriale. Je voudrais adresser ma question à Monsieur le directeur général de finances, Asset Financière, voilà, premièrement. Dans le cadre de l'immobilier financier que faites-vous comme valorisation sur les titres de concession provisoire? Dans la mesure où, par exemple, si nous avons, dans le cadre de l'agriculture, besoin, pas forcément de financement en termes numéraires, mais aussi peut-être d'accompagnement en termes de matériel de construction, comme des pelles chargeuses, tout le nécessaire pour aménager les sites en lotissement pour une plantation à vaste étendue. Comment est-ce que vous faites une valorisation de la concession provisoire et est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des appuis matériels pour l'acquisition de ces différents engins et infrastructures-là pour la mise en œuvre de la plantation, comme avec la concession comme garantie? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question repart un peu... Enfin, disons, je pose la même question aux 2 intervenants finalement parce que je pense que M. Yanis représente également la Chambre européenne de commerce et forcément les investisseurs en général viennent. Et quels sont les risques qu'ils sont prêts à prendre et comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner dans ce sens-là? Merci beaucoup. Excusez-moi, juste dire un mot par rapport à Umoja. Pour ceux qui ont l'habitude de demander comment est-ce que Ecomatin a eu son envol digital, c'est donc grâce à la société Umoja. Tu peux te lever, s'il te plaît? Vos applaudissements. Donc, qui a monté le site internet d'Ecomatin et qui suit sa sécurité et qui suit son référencement. Je vous invite tous, n'hésitez pas de le contacter. C'est des génies dans le domaine du digital. Alors, messieurs, Willy, peut-être. Alors,
il faudra me rappeler les questions parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Je pense que pour Umoja, c'était de savoir comment est-ce que les fonds d'investissement alternatifs ont été accueillis sur le marché, si c'est bien. Oui, c'était surtout la question de la diaspora, qui envoie des milliards de francs CFA chaque année. Alors sur la question de la diaspora, il faut dire qu'effectivement, c'est un marché extrêmement important parce que non seulement ils sont beaucoup plus sensibles dans le fait de pouvoir constituer un patrimoine au pays, mais surtout, ils en ont les moyens parce qu'ils peuvent emprunter là-bas dans le fait de pouvoir effectivement investir ici. Il y a quelques semaines, justement, j'ai rencontré une communauté de la diaspora française dans le cadre d'un programme justement immobilier. Alors, ils s'organisent surtout au sein des associations. Okay ? Et la problématique que nous avons aujourd'hui concernant ces diasporas, c'est celle qui revient constamment, c'est le transfert des fonds et aussi, en cas de besoin, le rapatriement. Ce qui fait que la Banque centrale est une fois de plus centrale dans ces questions-là. Et j'ai envie de dire, l'essentiel des difficultés que cette diaspora rencontre, c'est dans l'aller et retour des flux. C'est une problématique que nous adressons depuis plusieurs années déjà. Et cette problématique n'a toujours pas été résolue. Et nous avions expressément demandé à ce que la Banque centrale ait un guichet connecté au marché des capitaux. Parce que le marché des capitaux a absolument besoin d'être assez rapide. Vous voyez un peu comment ça se passe à Wall Street. Bon, évidemment, on en est très loin, mais l'idée, c'est que pour ceux qui vont investir, qu'on puisse avoir un guichet spécial qui va répertorier les flux qui entrent et qui puisse autoriser les flux qui vont sortir. Et qu'on ne passe pas par toute la lourdeur de la procédure qu'on connaît, parce que ce n'est pas compatible avec le marché financier et les investissements qu'on peut prétendre faire sur le marché financier. On n'est pas sorti de ce problème, et on y revient presque systématiquement. En Afrique de l'Ouest, où ils sont eux aussi justement concernés par ce problème, ils ont dû trouver des solutions alternatives qui ne sont pas des solutions purement formelles. Ils passent un peu par la fintech, ils passent aussi par un mélange d'informel et de formel pour permettre des compensations de flux entre l'Europe et l'Afrique. Mais voyez-vous, justement, on aimerait pouvoir éviter d'aller vers ces schémas pour être sur des choses beaucoup plus claires, parce que c'est le marché financier et que si la transparence et la structuration sont les bases pour tous les produits proposés sur le marché financier, on devrait pouvoir étendre tous ces éléments, transparence, structuration, sur les flux. Mais pour ça, on a absolument besoin que la Banque centrale nous ouvre ce couloir pour faciliter justement les opérations du marché des capitaux. Et en plus, le dire, ce n'est pas trop demandé. Dans la structure du marché aujourd'hui, c'est qui le dépositaire central du marché ? La Banque centrale. C'est la Banque centrale. C'est qui la banque de règlement du marché financier ? C'est encore la Banque centrale. Donc, on pensait que ça allait être une formalité pour eux, mais la réalité, c'est que nous sommes depuis toujours dans cette impasse et on n'en est jamais sorti. D'accord, merci. Juste sur ce point de la diaspora, ce que tu viens de dire, Willy, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est un sujet de toute manière qui englobe tous les investisseurs étrangers. On veut investir dans un pays, on veut pouvoir sortir en tout cas le dividende. Je me permettrai un petit tacle sur la diaspora
Et du coup, c'est un message du cœur que j'envoie, et peut-être que ça me vaudra un carton jaune. Je rêve une économie, un pays, une diaspora camerounaise en particulier, qui puisse envoyer son argent, investir son argent au Cameroun, et qui puisse laisser son argent au Cameroun, et qui puisse le dépenser au Cameroun. Pourquoi vouloir envoyer son argent au pays, et puis ensuite le rapatrier dans une autre économie, et aller le dépenser dans l'autre économie? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi pouvoir remettre en question tout ce système-là. On a une forte diaspora qui a réussi à l'étranger. Cette diaspora veut investir au Cameroun, qu'elle vienne investir au Cameroun et qu'elle garde son argent au Cameroun, et que tout le monde puisse en bénéficier plutôt que ce soit d'autres économies qui en bénéficient. Donc voilà le petit acte, le petit message que j'envoie à la diaspora. Oui, il y avait la question de la dame sur... Et c'est vrai qu'avant, je suis quand même obligé de réagir. Alors. Parce que nous parlons de marché financier. Aujourd'hui, j'ai un portefeuille sur la bourse de Toronto, un autre sur la bourse de Londres, mais je suis au Cameroun. Mes dividendes arrivent directement dans mon compte. J'aimerais qu'on puisse offrir la même possibilité, opportunité à tous les investisseurs, où qu'ils soient dans le monde. D'accord. C'est ça que nous avons aujourd'hui comme argument à vendre. Notre marché aujourd'hui manque de profondeur, donc nous invitons des investisseurs partout dans le monde, où ils sont africains ou pas, à investir dans notre marché, à apporter des capitaux. Et s'ils le font, la seule chose qu'on puisse et qu'on doit pouvoir leur garantir, c'est que vous investissez, les intérêts sur vos placements, les dividendes sur vos parts en actions vous retrouveront là où vous êtes. C'est la chose la plus naturelle. Et ce n'est pas désinvestir que de recevoir ces dividendes et les intérêts sur ces placements. Merci. Donc, c'est pour dire, Yanis, qu'en réalité, il n'est pas question ici d'être ici et là-bas, mais c'est simplement de leur dire, investissez ici, restez là-bas, les gains sur ce que vous allez faire comme placement et investissement, vous trouveront, parce que vous êtes peut-être toujours là-bas, mais n'hésitez pas à investir ici, parce que vous allez récupérer les gains de vos placements. Merci. Je pense qu'on a... Juste sur la question 30 secondes. 30 secondes, ouais. Juste sur la question du financement de l'agriculture et des engins d'agriculture. Je n'ai pas la réponse toute faite. En tout cas, concernant l'Eurocham, parce que vous avez adressé la question au président de l'Eurocham, il y a des outils de financement européens dans le cadre de Global Gateway, dont l'ambassadeur de l'Union européenne a parlé ce matin. Nous aurons l'European Business Week pendant Promote. Je vous invite à venir, et là vous aurez accès donc à toutes les informations liées au financement du secteur privé, des PME camerounaises, sur leurs besoins en infrastructure, en matériel lourd, et qui peuvent être donc financés par tous les organismes européens qui existent. Et pour compléter, puisque la question m'est également... Voilà, mais vraiment 30 secondes. 30 secondes pour de vrai. Oui. Alors, dans le système des OPCI, en fait, l'évaluation ne se fait pas par la société de gestion. Il y a 2 experts évaluateurs immobiliers qui sont également agréés, dont la vocation et le rôle est d'évaluer tous les actifs qui doivent être évalués. Et ces 2 experts évaluateurs immobiliers sont à la fois assermentés à la Cour, mais aussi agréés par le régulateur. Donc c'est leur rôle, et c'est la valeur que eux ils nous indiquent que nous on note. Et cette valeur est la valeur publique de tous les actifs.